Gouine, pédale, transe. Je me souviens de ces mots dans la cour de récré. De ces mots qu'on utilisait comme des moqueries, des humiliations, toujours péjoratifs. Ils inspiraient le dégoût, la honte, les railleries. En Kanaki, Nouvelle-Calédonie, le mot pédale est parfois utilisé comme un adjectif, pour désigner quelque chose qu'on trouve nul, pas intéressante, lorsque quelqu'un est jugé faible. Lorsqu'on l'utilise, on ne l'associe pas forcément à l'homosexualité. Mais pourtant, il est le miroir de notre société, de ce que notre société, notre culture considère comme dévalorisant. En venant en Hexagone, en m'éloignant de chez moi, je me suis rendu compte de cette espèce d'homophobie décomplexée qu'on entretient, de cette facilité qu'on a à se moquer publiquement de l'identité LGBT+, et d'encourager la violence. Je me souviens parfois de discussions avec mes camarades de classe. On se posait la question: que ferais-tu plus tard si ton enfant est homosexuel? Comme si c'était une pénitence, une épreuve à traverser. Que la question même avait une véritable pertinence à être posée. Aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte que nous avions si peu de sensibilisation contre ces violences, si peu d'espace de parole pour les personnes LGBT+. J'avais l'impression qu'elles étaient tolérées mais pas complètement acceptées, pas assez représentées, pas complètement comprises, associées à une sorte de déviance, avec un tabou tout autour qui flotte. Je me souviens lorsque ma petite sœur m'a annoncé qu'elle était lesbienne. Je pense que dans la famille, nous le pressentions, mais on se disait qu'elle se cherchait peut-être, balayant en quelque sorte d'un revers de main ses aveux, son identité. Je pense que c'était plus facile pour nous de ne pas la prendre au sérieux, de laisser un peu de flou, un peu de tabou. Mais je pense que je le savais, et je me rappelle à quel point elle était soulagée d'enfin le prononcer à haute voix, de rendre enfin réelle cette libération. Je lui ai dit que je la soutenais, mais je n'ai pas posé plus de questions. Je n'ai pas essayé de savoir ce qu'elle ressentait depuis toutes ces années, de savoir ce qu'elle avait pu traverser. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de lui demander. J'ai voulu qu'elle me partage sa quête, son combat pour s'affirmer et pour vivre avec fierté. Dans la culture kanak, nous, ça n'existe pas. Ça n'a pas lieu d'exister. Une femme doit être avec un homme. C'est tabou encore, on n'en parle pas encore. En fait, je me suis toujours dit, mais en fait, c'est mal ce que je fais. Genre, de penser comme ça d'une fille, alors que normalement, je suis une fille, je dois penser comme ça d'un homme. Donc, c'était très compliqué, c'était très perturbant. Tu sais, je me suis dit, putain, en fait, je suis pas normale. En fait, je me posais beaucoup de questions, donc du coup, j'avais des problèmes au niveau alimentaire, je mangeais beaucoup, cacher un peu ce mal-être. Tout ceci, je l'ignorais. J'ai toujours pensé que Safira ne se préoccupait de rien. Elle semblait toujours espiègle, toujours prête à jouer, à m'embêter. Et on parlait souvent de son poids de façon légère, en accusant la génétique. En refaisant le film, c'était sa carapace à elle, sa façon de se réconforter, de se protéger, seule, avec ses armes d'enfant. En grandissant, elle a affirmé un style plus masculin. Elle préférait mettre des brassières de sport et elle se coiffait avec un bandana. En 2017, elle a coupé ses cheveux courts. Et je crois que c'était la première fois que je l'ai vue apprécier son image. Tout d'un coup, elle passait des heures et des heures à se regarder, à se contempler en se complimentant. Mais qu'est-ce que t'es belle, toi! T'as un sourire magnifique. Je me suis dit qu'elle travaillait sur son estime personnelle, qu'elle manifestait, comme dans les livres de développement personnel. Mais en réalité, c'était la première fois qu'elle se reconnaissait dans le miroir, que son image collait enfin à ce qu'elle ressentait depuis toujours. Bah, quand je me suis coupé les cheveux, je me suis sentie libre. J'avais un poids en moins sur les épaules. Je m'assumais enfin. Après ça, elle a fait son coming out à la famille et s'est confrontée au rejet. Alors j'ai beaucoup appréhendé ce moment, pas envers papa, mais plutôt envers ma mère, qui elle est très, on va dire, tout ce qui est culture et tout, elle tient beaucoup. Dans une lettre adressée à mon père et sa mère, elle confie avoir été harcelée par le copain de son ami, qui n'acceptait pas que sa copine fréquente Safira, parce qu'elle avait un style jugé masculin et qu'il se méfiait d'elle. Alors il l'insultait et la menaçait de s'en prendre à elle physiquement. Elle a pris du poids et perdu beaucoup de cheveux. Dans cette même lettre, elle confie son attirance pour les filles. Quand j'ai écrit la lettre, ça faisait déjà un mois que je me faisais harceler. J'avais toujours envie de leur dire, mais
Fallait aussi que je leur dise ça et j'avais juste envie de dire, seulement dans une seule lettre, tout, tout ce que je ressentais, mon mal-être et tout, en fait. En fait, c'est ça qui m'a choqué le plus, c'est la réaction de ma mère envers moi, alors que son cousin, lui, est homosexuel, tu vois? Mais après, je pense que c'est pas pareil, c'est vu que je suis sa fille, ça doit être un petit peu plus, elle a dû être plus touchée de la situation que par rapport à son cousin, quoi. Au début, c'était très, très, très compliqué. J'avais le droit à des, petites insultes, ce qui m'a beaucoup blessée, mais en même temps, ce qui m'a forgée parce que je me suis dit qu'il y aura pas toujours des personnes qui vont accepter le fait que j'aime les filles. Je sais plus si c'est une de mes tantes ou mes cousines qui m'ont dit en gros, elle m'a pas fait la morale, mais elle m'a dit genre en mode que, heu, eux, de leur génération, ils savent pas ce que c'est, qu'ils connaissent pas encore ça et que, normalement, ça a pas lieu d'exister, en fait. Donc elle m'a fait comprendre, comme ça, tu vois? Genre sans trop, me faire comprendre et pas me dire qu'en fait c'était une insulte. Malgré le manque de représentation autour d'elle, Safira s'est toujours battue pour s'affirmer, pour être elle-même. Je l'ai vue se couper les cheveux, faire son coming out, poursuivre son chemin sans se soucier de la pression familiale, de la pression sociale, d'une jeune femme noire, kanak, vivant dans un village de 8000 habitants. Je l'admire et je suis fière de son parcours, fière de ses victoires, et fière qu'elle puisse vivre son amour. Et si tu m'écoutes, Safira, sache que je me battrai toujours à tes côtés pour que tu sois libre d'aimer. Aujourd'hui, Safira est en couple depuis 1 an et demi. Ensemble, elles ont des projets et vivent leur amour avec fierté. Sa mère a rencontré sa copine et m'a remercié de parler de son histoire, de mettre des mots sur ce qu'on a longtemps essayé de taire. Je veux pas être plus heureuse. Essayez de vous assumer au maximum, quoi. Parce que si vous continuez à vous cacher, en fait, ça va vous bouffer de l'intérieur et ça va mener à des choses, à la dépression, au pire à la tentative de suicide et c'est pas ce qu'on veut, en fait. Et profitez de la life. Essayez pas de bloquer sur quelque chose, pas important. En plus pour des personnes, dont ton choix ne les concerne pas, en fait. Ne faites pas votre vie en fonction des autres, en fait. Faites votre vie en fonction de ce que vous ressentez, de votre besoin. Ce mois de juin est le mois des fiertés. Alors aujourd'hui, je voudrais que nous, ultramarins, partagions nos récits, nos questionnements, notre histoire, parfois nos cultures, pour nous permettre à tous de pouvoir être librement, de pouvoir aimer librement. Rassembler les récits afin de faire émerger une réflexion et une solidarité collective. Quête, le podcast des ultramarins. Originaire de Guadeloupe, Harry Gordien est anthropologue au CNRS. Il a travaillé sur les milieux gays antillais à Paris, mais aussi sur l'expression du sentiment d'appartenance guadeloupéen, aussi bien dans la sphère politique que dans la vie quotidienne, sur les réparations liées à l'esclavage en Jamaïque et sur l'antiracisme à Saint-Denis. Aujourd'hui, il travaille sur les personnes racisées et afrodescendantes dans les milieux LGBT+, à Marseille. Je l'ai contacté parce que je voulais savoir si, du fait de notre histoire coloniale, il y avait une particularité dans les violences LGBT+, en Outre-mer. Je voulais savoir si la colonisation avait joué un rôle dans la création des normes de genre, si les normes dominantes étaient différentes, et si nous avions des manières locales de penser les rapports homosexuels. Nous sommes partis de l'exemple des Antilles. Aux Antilles, ce qu'il y a de particulier par rapport à la Nouvelle-Calédonie ou à la Polynésie, c'est qu'on n'a pas affaire à une population qui était là et qui a été colonisée. Ou du moins, ça a été le cas lorsque les Espagnols sont arrivés dans la Caraïbe, mais ils ont déplacé, exterminé les populations autochtones, qui s'appelaient les Kalinas ou les Caraïbes, les Arawaks, selon les terminologies utilisées. Et ensuite, le gros de la population antillaise, ça a été les descendants de captifs africains qu'on a fait venir de différentes parties du continent et qui ont été mis en esclavage. Donc déjà, c'est une histoire coloniale singulière et les représentations antillaises, c'est un peu difficile de savoir d'où vient telle pratique, d'où vient telle représentation. Il y a eu beaucoup de mélanges entre les différents apports africains, des mélanges avec les représentations dominantes européennes, avec le catholicisme, etc., etc., et d'autres apports indiens, et tout ça, c'est un peu mélangé et a créé une société créole née de cette histoire violente. Et de ce fait, vous avez des représentations antillaises un peu mélangées, un peu créolisées de ce que c'est le masculin, de ce que c'est le féminin, de ce que c'est l'homosexualité. Mais ces représentations-là sont issues déjà de la colonisation. Donc ça, c'est la première étape. Ça n'existe pas chez nous, c'est un truc de blanc. Je l'ai souvent entendu.
Un peu comme si l'homosexualité, les identités LGBT+, étaient exclusivement blanches, extérieures et déviantes. Ce qu'explique Harry Gordien, c'est qu'en réalité, nous avons assimilé comme normes dominantes les normes occidentales, bourgeoises et chrétiennes qui condamnent les personnes LGBT+. Deuxième étape, vous avez un processus d'assimilation qui commence après l'abolition de l'esclavage et qui se poursuit jusqu'à la départementalisation, où ce qui va être appliqué, c'est la promotion de formes de famille conjugales et chrétiennes, des normes bourgeoises, des normes de respectabilité, aller à l'église, se marier, la monogamie, etc., etc., et ce qui implique aussi l'hétérosexualité. De ce fait, il y a une sorte de conflit où les personnes, les populations surtout subalternes et notamment d'origine africaine, certaines d'entre elles se sont appropriées ces normes-là en disant, en fait, pour s'élever socialement, pour être moderne, pour faire reconnaître notre valeur en tant que peuple, notre valeur morale, il faut qu'on montre qu'on est à la hauteur de cet idéal bourgeois, eurocentré. Et ce qui est étrange et paradoxal, c'est que ils se sont tellement appropriés ces valeurs, ils en sont venus à considérer que ça les distinguait finalement des Européens et qui étaient finalement plus moraux, qui étaient supérieurs sur le plan moral, sur le plan des questions sexuelles, familiales, etc., que les Européens, décrits comme un peu, on va dire, trop olé olé, trop pervertis par la modernité, etc. Du coup, ça crée une situation où effectivement les représentations dominantes de l'homosexualité, des identités transgenres, etc., viennent de l'Occident, viennent de l'Hexagone et sont considérées comme des choses qui sont étrangères à la société antillaise, alors qu'en fait, ce n'est pas l'homosexualité, ce n'est pas le fait de se vivre comme étant opposé, étant d'un genre opposé à celui qui nous a été assigné à la naissance, qui est étranger, parce que ça existe dans beaucoup de cultures, voire toutes les cultures. C'est la manière de le penser qui, effectivement, a été imposée par l'histoire coloniale, mais aussi par la domination durable des cultures occidentales sur le monde. Mais pour Harry, il ne faut pas non plus penser que ces violences LGBT+, sont le simple fait de la colonisation, et que dans nos cultures, ces violences n'existaient pas. Pour permettre une évolution des droits et de la reconnaissance des personnes LGBT+, il ne faut pas invisibiliser les violences de genre qui préexistaient à la colonisation. On a tendance à dire en ce moment que, avant la période coloniale, les populations précoloniales étaient assez ouvertes, assez égalitaires, aussi bien en termes de rapport homme-femme que de sexualité, qui n'étaient pas catégorisées forcément comme homo, hétéro, etc. Et que la colonisation a imposé finalement une norme homophobe et sexiste. C'est pas tout à fait vrai dans le sens où on a vu, par exemple, qu'en Nouvelle-Calédonie, avant la colonisation, il existait déjà une domination masculine assez marquée, mais qui n'était pas celle qui existait en Occident. Les femmes avaient des sphères de pouvoir ou des sphères en fait d'entre-soi qui leur permettaient quelque part de faire entendre leur voix. Et ce que la colonisation a fait en Nouvelle-Calédonie, par exemple, c'est Hélène Nicolas qui l'explique assez bien, c'est que les normes européennes, eurocentrées, androcentrées, c'est-à-dire centrées sur les hommes et sexistes, qui ont été imposées par les missionnaires, qu'en fait, tout ça, ça a été imposé et les deux formes de patriarcat, celui qui existait dans la société kanak et celui qui était imposé par les missionnaires chrétiens, se sont un peu mélangés au détriment des femmes. Certaines militantes sud-américaines font le même constat au sein des populations autochtones. Elles disent que c'est faux de dire qu'il y a eu un Eldorado égalitaire sur le plan du genre. En revanche, clairement, la colonisation a empiré les choses et il faut combattre les deux formes de patriarcat qui se sont imbriquées. Mais nos violences sont-elles réellement différentes de l'Hexagone? Sommes-nous à la marge de l'Occident, qui se voudrait plus progressiste? En 2024, en Hexagone, on observait une hausse de 7% des violences contre les personnes LGBT+. Et l'investiture du président de la première puissance mondiale, Donald Trump, entraînant un recul considérable des droits LGBT+, est bien la preuve que les LGBT-phobies ne sont pas inhérentes aux milieux ruraux et aux outre-mer, qui seraient victimes d'un retard. Bien au contraire. En Outre-mer, depuis une dizaine d'années, des réseaux de résistance s'organisent. Des associations émergent favorisant la visibilisation et la reconnaissance des personnes queer. D'après ce que me disent les personnes LGBT+, à Marseille qui sont d'origine antillaise,
on va vers quand même une évolution notable aux Antilles et que l'enjeu maintenant, ça va être beaucoup à la fois de critiquer l'imposition de catégories occidentales et de reconnaître l'existence de minorités sexuelles et de genre en Guadeloupe qui se définissent comme elles le souhaitent, qui n'utiliseront peut-être plus le terme LGBT+, mais qui chercheront un terme créole pour s'identifier. Et ce qui est intéressant, c'est que je vois la même chose avec certains militants ou personnes des milieux LGBT à Marseille qui sont d'origine maghrébine ou autres, qui vont chercher les mots dans leur propre langue pour nommer ce que c'est que être transgenre, bisexuel, lesbienne ou gay, afin de vraiment marquer les esprits en disant non, non, ça existe chez nous. Vous avez trop longtemps dit que ça n'existait pas chez nous. Si ça existe, on a des termes, on va dire. Fa'afafine, Rere, Ma'u, Fakaleiti, ces mots existent en Polynésie. À Samoa, à Tonga, à Wallis et Futuna et en Polynésie française. Ils désignent les hommes-femmes, ceux qu'on appelle efféminés, mais aussi les femmes dites trans, celles qui ne sont pas nées dans le bon corps. Ces termes en langue autochtone existaient bien avant la colonisation. Au XVIIIe siècle, par exemple à Tahiti, certains missionnaires racontent avoir observé des hommes efféminés attachés à la cour et qui appartenaient à certains groupes sociaux. Les Européens les dépeignent souvent comme des artistes ou des courtisans. Et ces observations sont rapportées en Occident et obtiennent beaucoup de succès. Entre hypersexualisation, fantasme et aversion. Les fa'atama, les femmes-hommes, ont été quant à elles effacées du discours des Européens. Et le terme lissipia, lesbienne, l'a remplacé, le présentant culturellement comme une anomalie, une maladie ramenée de l'Occident. En Polynésie, il est aujourd'hui assez unanime de penser que ce qu'on appelle le troisième genre et la transidentité ont toujours existé et font partie de la culture ancestrale. Mais l'acceptation et la reconnaissance des Ma'u, les hommes efféminés et des Rérés, les femmes dites trans, n'est quant à elles pas unanime. Dans la communauté wallisienne, c'est très mal vu, hein. L'influence de la religion catholique et de la coutume, et ben la transidentité est très mal perçue et très mal vécue. Donc il y a beaucoup de personnes qui se sentent trans ou du moins même queer. Et bien pour pouvoir être ce qu'ils veulent, sont obligés de quitter l'île pour venir soit en Nouvelle-Calédonie, soit en France, et ainsi pouvoir s'affirmer. Parce que dans l'île, et ben en fait, c'est dénigrant pour la famille d'être ce que nous sommes. Brahima est une femme dite trans. D'origine wallisienne, elle a grandi à Nouméa et est très proche de sa culture. Depuis toute petite, elle savait qu'elle était une femme. Moi déjà, je suis née dans une petite famille de 2 enfants dont j'étais la cadette. Mon père a également 2 filles de son côté avec une autre femme. Donc depuis ma plus tendre enfance, j'ai été élevée par des femmes parce que du coup, le fait que mon père soit polygame faisait que je passais pas beaucoup de temps avec lui et que j'ai été élevée par ma maman, ma grande sœur, ma tante et ma marraine. Donc les 4 piliers de ma vie ont été ces 4 femmes-là. Quand elles se préparaient pour aller au travail ou aller dans des soirées, à des événements, et ben j'étais toujours à côté d'elles à la regarder devant le miroir en train de se maquiller ou en train de mettre son rouge à lèvres. Le symbole de mettre le rouge à lèvres, c'est important pour moi et je sais qu'à chaque fois que quand je me maquille et que je mets le rouge à lèvres, j'essaye de faire les mêmes gestes qu'elle et ça m'a beaucoup marquée. Et aussi, je mettais ses talons et je courais dans la maison. Je me suis rendu compte que le premier traumatisme pour moi a été lorsque mon père, avec le cousin de ma mère, ont décidé de couper mes cheveux. En fait, j'avais les cheveux longs en dessous les épaules et ils m'ont dit on va te couper les cheveux carrés parce que toi, tu es un garçon. Et je me souviens que à ce moment-là, je comprenais pas. Je ne comprenais pas et je me disais mais pourquoi on me coupe les cheveux alors que moi j'aimais bien et tout. Et si je me trompe pas, j'avais entre 3 ans et demi et 4 ans. À l'adolescence, Brahima s'affirme et doit affronter les moqueries des garçons de son âge.
Là où j'ai commencé à mettre des vêtements féminins, adopter un look androgyne, on va dire, et ben c'était quand j'étais au collège en troisième. Mais en fait, je le faisais partout ailleurs, sauf devant mon père. Ma mère était au courant que quand je partais, que quand il y avait des spectacles au collège, et ben je mettais genre un pantalon avec un haut de fille ou un pantalon de fille avec un chemisier. Et que aussi en troisième que j'ai laissé pousser mes cheveux et que j'ai commencé à les lisser et que du coup, en fait, quand j'ai laissé pousser mes cheveux et tout, et ben j'ai compris que progressivement je récupérais mon identité. Ça n'a pas été facile, surtout pendant les années collège où on est en pleine crise d'adolescence et que du coup il y avait les garçons des fois se moquer de moi ou quand je passais, et j'entendais rigoler juste après. Au fond, ça blesse, mais on garde le cap à l'extérieur pour pas montrer ses faiblesses. Et ça, c'est la carapace, comme on dit, quand des moqueries de de ce que l'extérieur peut nous faire. Sa mère la soutient, mais son père, lui, s'y oppose. Je sais qu'une fois, à un nouvel an, j'étais habillée en robe et je suis venue chez moi le 1er janvier pour faire la bonne année à mes parents. Ben, mon père, il était pas bien, quoi. Il me dit: «Mais pourquoi tu es habillée comme ça et tout?» Puis moi, j'ai dit: «Bonne année» et puis après, je suis allée voir ma mère. Après, il a demandé à ma mère de me parler. Il m'a dit, «C'est dangereux, il faut qu'il fasse attention, pourquoi il s'habille comme ça?» et ça voilà. En fait, je pense que là, il s'est rendu compte qu'il y avait concrétisation d'un projet identitaire me concernant, d'une démarche de vouloir être moi. En 2011, Brahima commence son parcours de transition. Ce parcours désigne les démarches qu'une personne trans peut entreprendre pour que son identité de genre soit reconnue socialement, médicalement ou légalement. Chaque parcours est personnel et peut inclure ou non des étapes comme le changement de prénom, l'habillement, les traitements hormonaux ou des opérations chirurgicales. Ce parcours, elle le commence avec sa cousine Germaine. Mon père a compris euh, ma destinée, mon chemin, qu'en fait, ma cousine Germaine s'est suicidée. Elle s'appelait June et tout, et en fait, elle et moi avons commencé notre transition médicale ensemble. On a grandi ensemble. Et on se parlait souvent de ce que l'on vivait. Jusqu'à aujourd'hui, elle incarne le rôle de grande sœur et de mentor. Et quand elle m'a dit, Bi, on va commencer, j'étais très enthousiaste. En fait, le suicide de ma cousine, il y a eu une véritable prise de conscience de la transidentité au sein de ma famille. Ils ont tous eu un rôle très protecteur, me demander si ça allait, surtout la charge mentale. Ils étaient très inquiets de ça. J'avais beaucoup le sentiment de me retrouver seule. C'était dur psychologiquement. C'est mon monde, il s'est arrêté à ce moment-là. Je sais que la Brahima avant le décès de ma cousine et Brahima aujourd'hui, c'est vraiment pas les mêmes personnes. En 2015, Brahima décide de se présenter au concours Miss Papillon, un concours de beauté réservé à la communauté trans. Gagnante du concours, cette expérience lui a permis de s'affirmer et de se rapprocher de ses consoeurs. Le but, c'était qu'il fallait que je le fasse en mémoire de ma cousine. Il y avait une chose que ma cousine elle m'avait demandé, elle avait demandé, c'était les dernières paroles avant qu'elle fasse l'acte, c'était qu'elle m'avait demandé en rentrée d'une répétition de danse et elle m'a dit Bi, tu as eu cette chance-là d'avoir des atouts physiques avantageux, tu es intelligente, et ben moi je te demande d'aller le plus loin possible et de ouvrir les portes qui nous sont fermées et tout. Et en fait, cette phrase, en fait, elle résonne aujourd'hui comme mon chevalet de bataille. À chaque fois que j'ai des challenges dans ma vie, c'est ces paroles-là, en fait, qui résonnent en moi. Et du coup, le fait de participer aussi à cette élection, c'était l'occasion pour moi d'affirmer et un processus d'acceptation que oui, tu es une femme, mais tu es née dans le corps d'un homme. Le fait de monter sur un podium,
d'être avec mes consoeurs, de me mettre en maillot de bain. C'était la première fois que je me mets en maillot de bain. C'était l'étape en fait pour moi où en fait j'affirmais, on m'affichait sur les réseaux sociaux, j'étais déjà connue dans le monde de la danse, mais là en fait j'affirmais encore plus que ma véritable identité. Donc en fait c'était vraiment un dépassement de soi et j'ai vu l'évolution en fait aussi de qui j'étais. La plus belle chose que j'ai retenue de cette élection, c'était d'avoir côtoyé mes consoeurs qui étaient prostituées, qui étaient travailleuses du sexe. En Nouvelle-Calédonie, la transidentité est associée dans l'imaginaire collectif à la prostitution. Pépettes, pédales, efféminées, désignées de façon péjorative, elles sont très peu visibilisées et quasi absentes de l'espace public. À ce temps-là, je n'avais pas de bonne représentation de la communauté queer et notamment de la communauté trans. Parce que j'avais ces clichés-là qu'en fait la femme trans, c'est une femme prostituée, quoi. C'est la prostituée, c'est qui est au sang au port autonome. Et je sais qu'avant le départ de ma cousine, en fait, je voulais pas les fréquenter quand je les voyais en boîte de nuit ou que je les croisais dans la rue. Et je les évitais. Mais pas parce que euh, elle me répugnait, mais c'est parce qu'en fait, je voulais me protéger. Ou parce que du coup, je me disais, mais je veux pas être ça. J'avais peur d'être ça. Aujourd'hui, Brahima a fini son parcours de transition. Aujourd'hui assistante sociale, son souhait est d'aider les personnes à acquérir, comme elle, plus de liberté. La souffrance est décuplée quand je sais qu'en face de moi, il y a la discrimination, quand on rejette les gens, les personnes de ma communauté. La souffrance qui est à l'intérieur, elle est décuplée et ça, c'est difficile pour moi. Pourquoi moi ça passe et pas elle? Qu'est-ce qui nous différencie? Et ça, cette question, en fait, ça m'a toujours guidée et ça a été aussi revendicative, hein, parce que du coup, dès que j'assiste à de la discrimination, et je suis la première à me lever et à dire non, et à faire valoir le droit, quoi, de chacun, de chacune. Et ce qui fait aussi que j'exerce le métier d'assistante de service social aujourd'hui.